J'ai le grand plaisir et privilège d'introduire les conférences du professeur Andrew Abbott. C'est une série de 4 conférences de la chaire d'État du Collège de France qui est créée sur proposition d'un professeur et après le vote de l'Assemblée générale des professeurs. Et donc cette année, nous avons le grand privilège d'accueillir Andrew Abbott qui est... je cite son titre exact, Gustavus and Anne Swift Distinguished Service Professor à l'Université de Chicago, où il enseigne depuis 1991, après avoir débuté sa carrière à Rutgers University. Je connais le professeur Andrew Abbott, en fait, Andy, depuis la fin des années 1990, quand nous l'avions accueilli à un colloque de la Société française de sociologie. Et puis ensuite, il a été invité à Paris à l'École des hautes études en 2004. Puis il a donné la grande conférence Marc Bloch de l'École des hautes études pour les 40 ans de l'École des hautes études en 2015. Et en 2011 avait eu lieu un très important colloque à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui d'ailleurs lui a aussi décerné un titre honoris causa. C'était un colloque sur l'œuvre de Andy Abbott et sur... l'école de Chicago. Et ce colloque a donné lieu à une publication en 2 volumes qui a été dirigée par Didier Demazière et Morgane Jouvenet qui est là. Et je vous recommande la lecture parce que ça montre la pénétration de l'œuvre de Andrew Abbott en France, puisque c'était principalement des sociologues français qui avaient discuté son travail et beaucoup d'aspects différents de son travail. Andrew Abbott est un des plus importants sociologues américains et internationaux, et sa réputation a été établie dès la publication de son premier livre, The System of Professions, qui date de 1988. Puis ont suivi, je ne vais pas les citer tous, mais un certain nombre de livres qui comptent beaucoup pour beaucoup de monde. Time Matters en 2001, Chaos of Disciplines, Methods of Discovery, qui est un bijou pour l'enseignement aux étudiants. J'espère qu'il sera traduit parce que je l'ai beaucoup recommandé. Et plus récemment, et nous aurons beaucoup d'échos de ce livre récent de 2016, Processual Sociology. Et Andrew Abbott a aussi été l'éditeur en chef, ou le rédacteur en chef, l'éditeur, comme on dit là-bas, de l'American Journal of Sociology, qui est l'une des 2 revues majeures de la sociologie internationale. Ces domaines de recherche sont principalement... presque par ordre chronologique, mais pas uniquement, les professions et le travail expert, la production du savoir, les disciplines scientifiques et l'organisation académique, les méthodes et l'épistémologie des sciences sociales, tout particulièrement la sociologie et l'histoire, vous allez bien comprendre pourquoi. La théorie sociologique, c'est un genre exigeant, mais qui est aussi un genre qui récompense beaucoup quand on s'y adonne avec plaisir et que ces idées circulent et sont diffusées. Et précisément, cette théorie est allée progressivement vers une conception processualiste de la sociologie. Je vous signale aussi que Andrew Abbott tient à jour un site web qui est très bien fait, qui est riche d'articles, de références, de matériaux, de recherche, et avec un certain nombre de traits d'humour, ce qui n'est jamais désagréable. Je lui souhaite évidemment la bienvenue au Collège de France. Je l'avais déjà accueilli, mais pour une seule conférence, il y a quelques années. Et bienvenue donc, cher Andy. Comme nous t'appelons, nous avons hâte de t'entendre pour cet ensemble de 4 conférences qui forment un ensemble. Donc, si vous en prenez une et que vous privez du reste, vous ne verrez pas la totalité du message. Et le message est compris dans cette tétralogie. Voilà. Merci Pierre-Michel pour ça. Donner un cycle de conférences au Collège de France, voilà une immense honneur, tout autant qu'une immense obligation. Cependant, honneur et obligation ne sont pas synonymes. Lorsque je dis que m'exprimer dans cette prestigieuse institution est un grand honneur, je n'aimais rien d'autre qu'un constat ou une observation aussi factuelle que celle de la météo du jour au cours de la bourse. En revanche, quand je qualifie ce cycle de conférences d'obligation, je n'émets pas un constat objectif, mais je reconnais une exigence morale.
Après tout, pourrait-on se contenter de répéter des vieilles idées, de recycler des travaux déjà publiés, ou encore de se laisser aller à de creuses spéculations? Mais un tel contenu ne libérerait en rien l'orateur de l'obligation qui pèse sur lui, à savoir se montrer à l'auteur des valeurs du collège et de ses glorieux prédécesseurs, dont Michelet, Bergson et tant d'autres. La situation est donc la suivante. D'une part, un simple constat, donner quelques conférences, et d'autre part, une obligation, celle de montrer à l'auteur des valeurs du collège. C'est ce contraste entre les faits et les valeurs, entre ce qui relève de l'empirique et ce qui relève du normatif, qui sera au cœur des 4 conférences que je donnerai ici. Ce thème a fait l'objet de multiples réflexions philosophiques dont on peut trouver le canon moderne dans les 3 critiques d'Emmanuel Kant. Ce dernier a en effet travaillé sans relâche à formuler cette question de manière claire et précise. Par conséquent, je me propose dans les 3 conférences à venir d'examiner la façon dont plusieurs théoriciens du social se sont positionnés vis-à-vis de ce contraste entre faits et valeurs, tel qu'il a été formulé par Kant. La 4e conférence sera l'occasion de prendre à mon tour position sur ce sujet. Pour cette première conférence, je souhaiterais commencer par Kant et commenter les concepts et les arguments qui constituent l'ossature de ces 3 critiques. Après avoir résumé la perspective kantienne sur le sujet, je me tournerai vers Émile Durkheim, qui, tout au long de son œuvre, a engagé de manière explicite le dialogue avec Kant. En remplaçant le concept kantien éminemment logique de transcendance par son propre concept de force sociale, Durkheim a répliqué l'analyse de Kant, mais dans le domaine de l'empirie. Tout comme Kant, il souhaitait défendre l'autorité de la science tout en préservant pourtant l'autonomie de la morale. La lecture critique par Durkheim des théories kantiennes est à mettre au crédit de sa découverte de l'école historique allemande. Celle-ci ayant montré que la morale avait varié selon le lieu et l'espace, la possibilité même de l'universalisme tel que formulé par Kant s'en trouva détruite pour Durkheim. Dès lors, ce dernier se fit historiciste. Bien que Durkheim ait lentement dérivé vers une analyse fonctionnaliste, même les formes élémentaires de la vie religieuse partaient du principe qu'une religion originelle, unique, aurait au cours de l'histoire progressivement donné naissance à toutes les autres formes ultérieures de la religion. Cependant, en mêlant ainsi fonctionnalisme et historicisme, Durkheim a non seulement manqué un certain nombre d'éléments importants dans le débat qui oppose faits et valeurs, mais il a aussi plus généralement contenu les questions de fond soulevées par l'approche historiciste elle-même. Dans mon analyse de l'historicisme, je prends implicitement, pour exemple, Karl Marx. Certes, la théorie marxiste s'est montrée puissante dans son explication du passé, mais sa conception du futur s'est révélée faible. La déliquescence de l'État y est souterrisée et la révolution universelle n'est jamais advenue. Cet échec à penser le futur semble constituer une faiblesse fondamentale de l'historicisme. C'est pourquoi ma seconde conférence sera dédiée à contraster cette approche avec celle des économistes comme Alfred Marshall, dont les principes économie politique se détournent d'une explication des faits du passé pour systématiser les choix que nous faisons et à travers lesquels nous dessinons un futur. L'analyse de ces 2 positions conduit à envisager l'histoire d'une façon différente, c'est-à-dire sous le prisme de processualité. Le processualisme est une approche qui se situe dans le présent, c'est-à-dire là où toutes les actions humaines sont accomplies. L'historicisme et l'économie traitent certes du présent, mais suivant les logiques analytiques qui leur sont propres. Ainsi, dans l'approche historiciste, c'est la façon dont le présent regarde dans le rétroviseur du passé qui compte,
alors qu'en économie, ce sont les conséquences du présent sur le futur qui importent. C'est donc bien vers le présent que ces deux approches convergent, mais ce présent n'est pas synonyme d'instantané. Au contraire, on peut dire que ce présent se prolonge, ou bien, en reprenant le terme que Bergson utilise pour qualifier la durée, qu'il est épais. Armé de cette conception revue et corrigée de l'ontologie et des dynamiques du monde social, je reviendrai dans ma troisième conférence à la question des faits et valeurs. Je demanderai alors comment l'approche processualiste permet de rendre compte de ce problème. Pour prendre un exemple clair, je discuterai les deux célèbres conférences de Max Weber, consacrées d'une part au métier et la vocation de savant, et d'autre part au métier et à la vocation d'homme politique. Ces deux textes ont eux-mêmes pour objet le contraste entre, d'un côté, les faits et le savoir, et de l'autre, les valeurs et la politique. J'illustrerai alors le raisonnement sur lequel j'aurai achevé ma seconde conférence en analysant le contexte dans lequel ont été prononcées ces deux allocutions, ainsi que leurs arguments. Nous verrons comment chacune de ces deux conférences données par Weber s'inscrit dans un présent bien spécifique, un moment particulier, et qu'en réalité, l'histoire n'est rien d'autre qu'un enchaînement de tels moments, et non le récit fluide que fait Marx, en brillant historiciste qu'il est, des conséquences produites par de grandes forces sociales. L'analyse de ces deux textes de Weber me permettra de prolonger l'argument de ma seconde conférence, à savoir que parler de faits et parler de valeurs ne vient pas à parler des mêmes choses. Quand on se représente le passé, ce sont les faits qui dominent, car ils constituent l'essence même de toute explication. Ce sont les valeurs, en revanche, qui dominent dans nos représentations du futur et qui guident nos choix. Ces choix vont advenir le futur qui n'était jusqu'alors que possibilité. Ce futur prend d'abord la forme d'événements dans le présent, puis finit par se transformer en fait du passé. Notre analyse de l'historicisme nous conduit ainsi à réévaluer le rapport entre faits et valeurs. S'intéresser aux faits ou s'intéresser aux valeurs ne sont alors que de façons différentes d'interpréter le monde social, reposant soit sur l'explication du passé, soit sur l'anticipation des choix futurs. Cette interprétation prend place dans un présent épais, un présent qui se prolonge. En effet, l'approche historiciste, bien que portant principalement sur le passé, est logiquement contrainte de prolonger son analyse dans le futur proche, tandis que les approches en termes de choix, reposant sur des valeurs, bien que portant principalement sur le futur, doivent nécessairement tenir compte du passé immédiat. Le passé et le futur se superposent donc dans le présent, lequel est le cadre d'un processus social qui est simultanément un processus mettant en jeu des faits et un processus mettant en jeu des valeurs. Aussi sûrement que notre quête des faits est guidée par des valeurs, la mise en pratique de ces valeurs doit composer avec les faits. C'est pourquoi ma quatrième conférence défend l'argument suivant. Vivre dans le présent est un processus qui implique immanquablement de composer à la fois avec des faits et avec des valeurs. Or, si l'analyse kantienne suggère que la raison théorique qui porte sur les faits et la raison pratique qui porte sur les valeurs reposent toutes deux sur des idéaux indépendants tout à fait admirables, une telle analyse repose néanmoins sur un postulat qui conditionne sa validité. Ce postulat, qui est à l'origine du raisonnement kantien, c'est celui de l'universalité. En me plaçant sur le terrain du processualisme, je tâcherai de démontrer qu'un tel postulat est préoccupant, en ce qu'il s'appuie bien trop sur une conception linéaire du progrès universel. De plus, ce postulat, dans son obsession pour les jugements formels et a priori, ignore tout contenu empirique. Il crée de purs idéaux opposés l'un à l'autre qui nous laissent dans l'incapacité de comprendre et de contrôler les activités humaines qui ne remplissent pas les critères rigoureux définis par Kant.
En bref, je défendrai l'idée que l'opposition forte entre faits et valeurs est elle-même le produit contingent de dynamique historique et que toute théorisation sérieuse du monde social doit prendre compte la façon dont nous pensons et agissons dans un présent donné. C'est la troisième critique que Kant aurait dû écrire en premier. Voilà donc le résumé de mes interventions à venir. Aujourd'hui, cependant, deux tâches s'offrent à nous. D'abord, établir la position de Kant sur la question des faits et des valeurs, et ensuite examiner la façon dont Durkheim y a répondu. Je m'attellerai à décrire avec une certaine précision la position de Kant, pas seulement car il constitue la prémisse de tout le raisonnement qu'il développe ensuite à propos des faits et valeurs, mais également parce que, comme je viens de le suggérer, la façon dont Durkheim attaque la position de Kant revient en grande part à réitérer l'argument de ce dernier. Donc, la position de Kant sur la question des faits et des valeurs peut être décomposée en trois phases qui correspondent peu ou prou à ces trois critiques. La première phase se déploie dans la critique de la raison pure, dont le but est de mettre au jour ce qui fonde, justifie et limite la connaissance scientifique. La question suivante émerge au cours de cette première critique. Une fois établi que la détermination peut faire l'objet d'une connaissance scientifique, reste-t-il une possibilité pour les humains d'agir librement? Kant répond à cette question en laissant ouverte la possibilité d'une telle liberté, mais avec un certain nombre de restrictions. Il développe cet argumentaire dans une seconde phase, qui est celle de la critique de la raison pratique. Cette dernière œuvre érige en tout point la raison morale en égale de la raison théorique. À cette étape du raisonnement, c'est surtout de façon abstraite que ces deux formes de raison sont liées l'une à l'autre, si bien que dans une troisième phase, celle de la critique de la faculté de juger, Kant s'échine à les concilier de façon plus concrète. Pour comprendre dans toute sa subtilité la façon dont Kant se positionne vis-à-vis de la question des faits et des valeurs, il faut bien comprendre chacune de ces trois phases. Dans la première phase, la tâche principale de Kant est de justifier de manière philosophique la possibilité d'une connaissance objective. Ce n'est qu'alors que la possibilité pour les humains d'agir librement conformément à des valeurs commence à poser problème, précisément parce qu'elle semble incompatible avec la façon dont Kant théorise la connaissance objective. Pour résumer, la réponse de Kant consiste à dire que nous ne pouvons pas savoir de manière objective si la liberté existe ou non, mais que ce postulat est absolument nécessaire pour penser et agir dans le monde. Derrière cette position en apparence simple se cache cependant un raisonnement complexe. Et sans examiner cette complexité, nous n'avons aucune chance de saisir les tenants et les aboutissants de la controverse engagée avec Kant par Durkheim. Kant commence par démontrer qu'apporter la preuve de l'existence de la connaissance objective, on ne peut que s'appuyer sur la logique, et sur la logique seulement. Au quotidien, notre connaissance vient a posteriori, c'est-à-dire qu'elle découle de l'expérience. Analyser cette connaissance a posteriori ne nous dit que peu de choses, car les circonstances particulières dans lesquelles ce savoir est produit peut avoir des effets sur son contenu. C'est pourquoi, avant toute chose, nous devons poser la question suivante. Quels critères logiques doit remplir un mode de connaissance qui serait indépendant de toute expérience? Ces critères logiques, qui sont vrais par définition, ainsi que leurs conséquences, sont qualifiés d'a priori. Et Kant parle du monde transcendantal pour qualifier ce monde a priori. C'est le domaine de la logique pure. Kant n'utilise pas le terme transcendant comme synonyme de métaphysique. Kant utilise ce dernier terme pour désigner des choses qui existent mais qui ne se livrent pas à la perception sensible. Cette distinction est subtile et elle a échappé à beaucoup de commentateurs.
Kant se rend bien compte qu'il serait vain, voire tautologique, de limiter son analyse aux définitions et aux relations internes au processus de connaissance lui-même. Ce qui intéresse plutôt Kant, c'est de mettre au jour les propriétés de notre connaissance substantive et même d'en explorer le contenu, mais à la stricte condition que ces propriétés et ce contenu soient intégralement déduits des aspects a priori de notre mode de connaissance. Ces déductions qui portent sur les propriétés et les limites de notre connaissance sont qualifiées par Kant de synthétiques. Par cet adjectif, Kant insiste sur le caractère réel et non plus tautologique du contenu de ces déductions. Ainsi, les mathématiques et la logique sont deux modes de connaissance dont les contenus sont largement a priori, mais pourtant simultanément synthétiques. Ce sont pour Kant les principaux exemples de ce qui constitue la connaissance objective. Cette connaissance synthétique a priori est discutée en trois étapes dans la critique de la raison pure. En premier lieu, Kant décrit le temps et l'espace comme des postulats esthétiques sans lesquels aucune intuition sensible, même la plus simple, n'est possible. En second lieu, Kant démontre qu'il est en réalité impossible de réfléchir à l'expérience sans certaines catégories de l'expérience, telles que la négation et la causalité. Par conséquent, de telles catégories sont nécessairement synthétiques a priori. De plus, puisque toute véritable expérience est nécessairement médiée par les catégories et les intuitions précatégorielles, notre connaissance n'a accès qu'aux images sensibles des choses. On peut faire l'hypothèse que ces choses existent en soi, mais nous n'y avons pas accès en tant que telles. Comme le dit Kant, on peut les penser, mais pas les connaître. Ainsi, pour Kant, le monde de la connaissance est divisé en deux. D'une part, un domaine empirique des images sensibles qui sont les choses auxquelles nous avons accès à travers la médiation du temps, de l'espace et des catégories. D'autre part, un domaine transcendantal qui comprend les choses en soi, que l'on peut que penser, mais pas connaître, et les quelques éléments qu'on peut en réalité connaître via un raisonnement synthétique a priori. Ces éléments auxquels on peut arriver par une série de déductions ne comprennent néanmoins ni Dieu, ni la liberté humaine, ni la loi morale. En troisième lieu, Kant affronte les antinomies soulevées par sa théorie. La troisième de ces antinomies consiste à savoir si les humains possèdent la liberté d'agir conformément à des valeurs. Cette liberté ne fait aucun doute pour Kant. Cependant, parmi les catégories de l'entendement se trouve celle de la causalité. Or, si la connaissance objective est de l'ordre du possible, il en va alors de même pour la connaissance de la causalité. Par conséquent, l'origine de toute action est en principe entièrement déterminée et l'idée même de responsabilité en perd alors tout son sens. Bien qu'elle fît l'objet d'amendements et de développements ultérieurs, la première réponse que Kant apporta à cette question reste toujours d'une importance cruciale dans son œuvre. Son raisonnement s'appuie sur la prémisse préalablement démontrée, selon laquelle nous n'avons accès qu'aux images sensibles et non à la connaissance des choses en soi. De plus, poursuit-il, nous ne pouvons en réalité pas saisir l'intégralité des causes qui régissent le monde des images sensibles. Donc, notre raison a priori crée l'idée que certaines chaînes de causalité pourraient s'initier de manière spontanée. En vérité, cette origine spontanée de la causalité constitue une liberté. Cependant, la liberté est un concept de la pratique, c'est-à-dire qu'il est en lien avec l'action plutôt qu'avec la pensée. La liberté est également transcendantale en ce qu'elle constitue une idée a priori qui découle de l'exercice de la raison pure. Puisqu'elle est transcendantale, elle peut être pensée, mais pas perçue à travers les concepts de temps et d'espace ou les catégories de l'entendement. De ce fait, la liberté ne peut pas faire l'objet de connaissance. Par contre, comme nous l'avons vu,
On peut connaître les images sensibles et puisque celles-ci sont régies par la causalité, la connaissance objective ordonne nécessairement ces images sensibles le long d'une chaîne de causalité quelconque, chacune étant la cause de la suivante. Le résultat de ce raisonnement, c'est que nous pouvons nous tromper de cible lorsque nous cherchons à attribuer des effets à ce que nous considérons comme à l'origine d'une chaîne de causalité. Puisque la liberté en tant que telle ne peut faire l'objet de connaissance, mais que nous devons nous contenter de la pensée, il nous est impossible de distinguer les effets que la liberté peut engendrer des effets générés par d'autres types de causes, comme par exemple les phénomènes déterminés du monde des images sensibles. Par conséquent, nous ne pouvons pas savoir si la liberté existe ou non dans la réalité. Nous ne pouvons pas non plus savoir si telle ou telle action est davantage à mettre au crédit de la liberté humaine ou davantage déterminée par une forme de causalité. À cause de cette ambiguïté, penser que la liberté puisse exister n'entre en rien en contradiction avec les vérités de la raison théorique pure, car celles-ci sont déjà nécessairement limitées à un degré inconnu, par le fait qu'elles ne concernent que les images sensibles et non les choses en soi. En résumé, Kant explique que nous ne pouvons savoir avec certitude si la liberté existe ou non. Voici pourquoi. Les choses en soi peuvent très bien être régies par la causalité, mais nous n'avons de toute façon pas une connaissance complète de cette causalité. La causalité que nous pouvons connaître complètement, c'est uniquement celle qui régit les images sensibles, qui sont tous ce à quoi notre connaissance a réellement accès. Cet argument réfute les adversaires de Kant de part et de l'autre, les sceptiques aussi bien que les métaphysiciens. Mais la problématique de la liberté requiert davantage d'attention. Le raisonnement que Kant, lui, consacre dans le fondement de la métaphysique des mœurs suit les mêmes étapes que dans la critique de la raison pure. Si un ensemble de règles peuvent prétendre à être qualifiées d'authentiquement morales, alors elles doivent s'appliquer de manière universelle. Si elles s'appliquent de manière universelle, alors elles ne peuvent pas dépendre d'une situation donnée ou de circonstances spécifiques telles que l'époque ou le lieu. Si ces règles sont indépendantes de tels paramètres, alors elles relèvent de la raison pure, c'est-à-dire qu'elles sont nécessairement transcendantales. Cependant, après avoir ainsi promu l'activité morale à un statut homologue à celui de la connaissance objective, Kant innove. Un tel ensemble de règles, écrit-il, doit également prévoir la règle qui nous permet de décider, en cas d'introduction d'une nouvelle règle, si celle-ci est vraiment morale. Si la règle qui nous permet de trancher dans ce cas ne dépend pas non plus d'une situation, d'une époque ou d'un lieu donné, c'est-à-dire si elle est réellement transcendantale, alors cette règle doit nécessairement prendre la forme d'un énoncé purement formel et universalisant. En bref, son seul contenu possible est le critère formel suivant: une nouvelle règle est une obligation morale si nous partageons la volonté que cette règle soit une obligation morale qui s'applique à tous et en toutes circonstances. Ceci constitue le célèbre impératif catégorique kantien. Impératif car agir de telle manière est une obligation, et catégorique car, de même que la causalité et les autres catégories de l'entendement, c'est en réalité une forme à travers laquelle on peut juger de la nature morale d'une activité. Cet argument nous donne ainsi une idée de ce à quoi ressemblerait nécessairement, si elle existait, une obligation morale réellement contraignante. Mais, pour qu'une telle obligation existe, la volonté ne peut qu'être libre.
Dans le cas contraire, son activité morale serait conditionnée à un lieu, une époque, une situation. Dans sa critique de la raison pratique, Kant s'attache à démontrer la possibilité d'une telle liberté de la volonté en commençant par répéter l'argument emprunté à la critique de la raison pure, selon lequel il nous est impossible, à travers la raison théorique, de savoir si nous sommes libres ou pas. Au niveau transcendantal, la raison théorique pure est donc incomplète. Mais la raison pratique pure, elle, ne l'est pas, comme nous venons de le voir en décrivant la forme que prendraient les obligations morales absolues si elles existaient. En effet, la raison pratique trouve entièrement son fondement dans le niveau transcendantal. La liberté et l'obligation morale sont des principes synthétiques a priori qui découlent du niveau transcendantal, mais régulent le monde des actions, tout ce qu'il y a de plus concret. Kant défend l'idée selon laquelle la liberté et l'obligation morale sont des inventions de la raison pure, car celle-ci ne supporte pas d'être incomplète. Puisque la raison théorique et la raison pratique sont toutes deux des dimensions de la raison pure, et puisque la raison pratique est complète au niveau transcendantal, contrairement à la raison théorique, car nous n'avons accès qu'aux images sensibles, alors c'est celle des deux raisons qui est complète que nous devons accepter. Par conséquent, nous devons nous comporter comme si la liberté existait et donc agir conformément à l'impératif catégorique. Cela ne signifie toujours pas que nous savons avec certitude que nous sommes libres. Kant maintient que nous ne pouvons pas arriver à une telle connaissance. Mais le caractère complet de la raison exige que nous nous comportions comme si nous savions avec certitude que nous étions libres, parce que nous sommes en capacité de nous penser comme libres et parce que notre raison est incomplète si nous n'agissons pas en conséquence. Nous atteignons ici la troisième phase du raisonnement kantien. Dans la critique de la faculté de juger, qui contient cette troisième phase. À ce stade, Kant a déjà établi que la raison théorique et la raison pratique relèvent de domaines distincts, chacun rigoureusement fondé sur un raisonnement transcendantal. Il a défendu l'idée selon laquelle le caractère complet de la raison requiert de nous que nous compensions les limites de la science en nous comportant comme si agir de manière libre nous était possible. En réalité, Kant a ici établi les conditions de possibilité d'une part de la connaissance objective et d'autre part des systèmes moraux reposant sur des critères universels. Mais entre ces deux domaines rigoureusement définis, la raison théorique et la raison pratique, il semble qu'il flotte également une vaste zone intermédiaire d'action et de pensée qui reste à théoriser. Et plus près du sol, dans la matérialité quotidienne de nos expériences sensibles, subsiste un monde régi par ces deux approches très pures, mais presque mutuellement exclusives, que constituent la raison théorique et la raison pratique. Pour résoudre ce problème, Kant suit alors la même démarche que dans les critiques précédentes. Il ne commence pas par identifier quelque chose qui pourrait assurer le lien entre la raison théorique et la raison pratique, pour ensuite chercher à en décrire les propriétés. Non, bien plutôt, Kant commençait par se demander ce à quoi ressemblerait nécessairement, s'il existait, un tel lien. Il soutient d'abord qu'un tel lien doit nécessairement appartenir au monde sensible, celui de l'expérience et des activités humaines, car le domaine a priori est incapable d'envisager la variété de ces expériences. En effet, la raison théorique pure peut concevoir un triangle comme une forme in abstracto, mais ne peut pas se figurer toutes les formes possibles de triangle. Quant à la raison pratique pure, c'est également de manière abstraite qu'elle conçoit le concept d'obligation, mais elle est incapable de penser à toutes les formes spécifiques d'obligation qui peuvent se présenter à nous. Pour remplir ce rôle de lien, le jugement est donc particulièrement bien placé.
Kant l'a déjà identifié dans la première critique comme une forme de raisonnement qui articule les lois du monde a priori de la raison pure avec la variété possible des situations particulières. Ces situations particulières forment le monde sensible de l'expérience et des activités humaines, domaine où les lois universelles de la raison théorique et les règles contraignantes de la loi morale interagissent. Ce domaine, nous pouvons le penser, mais nous ne pouvons le connaître avec certitude. Lorsqu'il cherche à mettre ce monde sensible sous le joug de la raison, le jugement se montre réfléchissant, c'est-à-dire qu'il est conscient de son propre fonctionnement. De plus, comme tout objet particulier est le produit possible de l'interaction de nombreuses lois naturelles et de nombreuses maximes de la morale, le jugement doit se donner le moyen de considérer un tel objet comme doté d'une unité. Une fois de plus, Kant recourt à l'argument de comme si, en l'occurrence pour expliquer la façon dont le jugement fonctionne. Bien que le jugement puisse avoir des principes a priori, ceux-ci ne peuvent être que subjectifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être universels, mais seulement propres à chaque individu. Le principe subjectif a priori de cette nouvelle forme réfléchissante du jugement est le suivant. Nous devons appréhender les objets et les actions du monde sensible comme si ces éléments étaient dotés d'une unité interne qui leur aurait été conférée au moment même de leur création. C'est ce que Kant appelle la finalité. La plupart des exemples que Kant prend de cette notion de finalité sont des règles scientifiques générales, quoique approximatives. La nature prend la voie la plus courte, la nature est continue, etc. Mais il conçoit aussi la finalité comme renvoyant au rapport sensible qu'entretiennent les objets entre eux, voire même à la notion de fonction. En résumé, voici comment Kant réconcilie les raisons théoriques et raisons pratiques, les faits et les valeurs. La connaissance empirique et les connaissances empiriques et les activités morales. Il trace les contours de ce à quoi devrait nécessairement ressembler toute faculté de l'entendement qui se donnerait pour but de comprendre un monde régi par ces deux formes de la raison pure théorique et pratique. Cette faculté sera nécessairement subjective et heuristique et partira du postulat que ce monde peut être appréhendé si on conçoit ces objets comme dotés d'unité et de fonction. C'est du moins la thèse principale de l'introduction de la critique de la faculté de juger, et c'est la dernière tentative de Kant pour réconcilier faits et valeurs. La séparation stricte que Kant opère entre faits et valeurs reflète la distinction plus large qu'il fait entre la science et la morale en tant qu'activité humaine. Kant nous dit qu'en dépit de la force qui est la sienne, l'activité scientifique comporte les limites intrinsèques. L'une de ces limites réside dans le fait que la science est incapable de prouver que la liberté et la morale n'existent pas. Cependant, puisque la raison pure ne supporte pas d'être incomplète, elle va compenser ce vide en y introduisant la morale. Notre conviction d'être libre en tant qu'être humain et notre foi qu'il existe des lois morales s'en trouvent donc par là même justifiées. La réunification des faits et des valeurs s'opère alors à travers les jugements singuliers que forment les individus tout au long de leur vie. À travers le jugement, ce ne sont pas seulement ces deux domaines des faits et des valeurs qui sont réconciliés, mais on voit également apparaître un troisième domaine qui consiste à porter un raisonnement réfléchissant a priori pour juger de la beauté et de la finalité des objets du monde sensible. Voilà donc la position de Kant à propos des faits et des valeurs. Spartiate, désabusée, rigoureuse et presque desséchée, mais très puissante. Donc, Durkheim. En 1885-86, à l'âge de 27 ans, Émile Durkheim passe une année en Allemagne à fréquenter diverses universités.
derrière la grande diversité de la production académique allemande, c'est l'allégeance durable à la pensée kantienne qui frappa Durkheim. Cette allégeance est manifeste à deux égards, dans la persistance d'une centralité accordée à la logique et dans l'autonomisation de la philosophie de l'esprit vis-à-vis de la psychologie comme science empirique. Cependant, Durkheim était convaincu que la nouvelle production académique allemande repoussait les limites de la pensée kantienne, et ceci par trois aspects. D'abord, l'adoption d'une démarche historiciste par des économistes comme Schmoller, Schäffler et Wagner. Ces derniers montrèrent à Durkheim que le caractère changeant de la réalité économique et de la morale et des mœurs plus généralement. En second lieu, la jurisprudence de Rudolf von Jhering. Tout comme les historicistes, ce dernier reconnaissait la grande variation des normes morales à travers le temps et l'espace, mais plutôt que d'expliquer cette variation par le poids des diverses forces sociales du passé, von Jhering attribuait cette variation au choix que nous faisons et aux différents objectifs que nous poursuivons quant au futur. En troisième et dernier lieu, les travaux de Wilhelm Wundt. Wundt cherchait déjà à faire le lien entre les philosophies kantiennes et psychologie empirique, et dans ses travaux sur l'éthique, encore à l'époque, il combinait déjà approches sociologiques, historiques et anthropologiques, tout comme Durkheim s'y emploiera lui-même plus tard. C'est donc à la fois sa fréquentation des universités allemandes et les propres questions qui se posent à l'époque qui conduisent Durkheim à commencer à travailler sur le problème de la morale. En 1893, son ouvrage de la division du travail social s'ouvre sur la remarque suivante. Ce livre est avant tout un effort pour traiter les faits de la vie morale d'après la méthode des sciences positives. De la même manière, le suicide est un livre qui porte sur la vie morale des individus. Ce n'est que dans les formes élémentaires de la vie religieuse que Durkheim en vient à travailler le concept de savoir et celui de connaissance, qui sont le point de départ de Kant. En outre, là où l'approche kantienne du problème des faits et des valeurs est logique, celle de Durkheim est empirique. Kant s'était donné pour tâche de défendre l'idée que la volonté est libre malgré son approche philosophique de la cognition entièrement fondée sur la logique. Pour Durkheim, en revanche, c'est malgré une approche de la morale entièrement fondée sur la science, c'est-à-dire déterministe, qu'il a à cœur de défendre cette idée que la volonté est libre. Tout comme Kant, cependant, Durkheim a dans l'ensemble distingué ses analyses de la science de ses analyses de morale et les a maintenues séparées. Sur la science, les écrits de Durkheim sont en grande partie méthodologiques et diffèrent peu du positivisme standard de son temps. Il s'est contenté de défendre des idées déjà largement répandues, mais en adoptant un ton un peu polémique. Il soutient ainsi à la fois l'idée que la connaissance objective est possible, position éminemment kantienne, mais également l'idée que cette connaissance ne connaît ni limite ni contrainte, position quant à elle diamétralement opposée à celle de Kant. Durkheim se place d'emblée dans une approche fortement historiciste. Il accepte et même postule la réalité ontologique du monde social. Dans les premiers écrits rendant compte de son séjour allemand, on trouve l'idée que la conscience collective, qui est au cœur même de la morale, peut pratiquement être établie par plébiscite. Dans la division du travail social, Durkheim revient sur la question de la morale. Cet ouvrage entend expliquer pourquoi les individus peuvent gagner en autonomie et dans le même temps dépendre toujours davantage de la société, c'est-à-dire, pour paraphraser Kant, devenir plus libre et pourtant plus déterminé. Durkheim défend l'idée qu'il existe dans la société deux types possibles de solidarité. La solidarité mécanique repose sur les similitudes qui existent entre les individus, alors que la solidarité organique repose, elle, sur l'interdépendance dans la division du travail. Au fur et à mesure que les sociétés croissent,
et que les interactions dont elles sont le théâtre se multiplient, la solidarité organique tend à remplacer la solidarité mécanique, affaiblissant l'attachement des individus à la société. Ce changement moral peut être mesuré, comme le dit Durkheim, par la place croissante prise par le droit privé, en particulier le droit civil, vis-à-vis du droit public, en particulier le droit pénal. Durkheim définit clairement la morale comme le produit d'une certaine opération de mesure. La morale, c'est toute règle sociale qui semble faire autorité dans la société et que l'on peut obtenir par sondage. Ce n'est donc pas ce que Kant aurait appelé raison pratique pure que Durkheim analyse ici, mais plutôt ce que Kant aurait appelé jugement moral. L'affirmation de Durkheim selon laquelle il a refuté l'analyse kantienne de la morale est par conséquent un peu tautologique et erronée. En effet, comme l'énonce clairement l'introduction à la première édition de la division du travail social, la distinction très nette qu'opère Kant entre la conception logique et la conception métaphysique de la transcendance échappe à Durkheim. Ce dernier prend à tort Kant pour un métaphysicien. De plus, Durkheim postule lui-même à d'autres moments que la morale est un idéal au sens plein, adoptant à l'évidence une conception non empirique et intemporelle de cette notion. Il se fait régulièrement le protocole d'idéaux empruntés aux Lumières ou à la Révolution, comme si ces idéaux constituaient des règles universelles pour les hommes. Ainsi, nous dit-il, c'est une œuvre laborieuse que d'édifier cette société où chaque individu aura la place qu'il mérite, sera récompensé comme il le mérite, où tout le monde, par suite, concourra spontanément au bien de tous et de chacun. Il insiste, c'est un rêve depuis longtemps caressé par les hommes que d'arriver enfin à réaliser dans les faits l'idéal de fraternité humaine. Ces aspirations morales de Durkheim sont manifestement sincères et très kantiennes, mais Durkheim semble avoir oublié que les historicistes ont montré que tout système moral est contingent, y compris ceux partagés par Durkheim. De façon tout à fait arbitraire, il prétend ici que le progrès moral, du moins tel qu'il le définit, est inéluctable. Ce problème se manifeste à nouveau lorsque Durkheim, s'appuyant sur la conception empiriste qui est la sienne de la morale, défend l'idée que perfectionner la société, c'est la rendre plus semblable à soi. En clair, dans une société, c'est à l'aune du comportement moyen que l'on peut déterminer ce qui est moral. Et plus on réduit les écarts à cette moyenne, plus on approche d'une forme de perfection. En soi, cette perspective suffit à faire froid dans le dos. Cependant, et c'est plus important, Durkheim ne pouvait être que familier des nombreux exemples de sociétés ayant atteint d'une forme de perfection vis-à-vis de ce qu'elles voulaient être, qui pourtant ne partageaient pas l'idéal de fraternité qui était celui de Durkheim, mais ont au contraire poursuivi des idéaux visant à conquérir, dominer et réduire en esclavage d'autres humains. De fait, que Durkheim ait pensé que son concept empirique de morale puisse avoir la moindre chose à voir avec la morale kantienne ne peut s'expliquer que par sa croyance dans le progrès de l'humanité et dans le fait que la France était la nation qui allait guider ce progrès. En résumé, De la division du travail social est un ouvrage révélateur à deux titres. D'un côté, Durkheim tente de réfuter Kant en s'appuyant sur des arguments sans rapport avec la conception kantienne de la morale. Et de l'autre, il fait subrepticement sienne une conception progressiste et assez peu critique de la morale transcendante et la fait passer pour une réalité empirique non contingente. Il n'a néanmoins pas échappé à Durkheim que sa théorie à propos des valeurs comportait un certain nombre de défauts. En particulier, il était bien conscient du problème soulevé par l'autonomie individuelle, bien qu'il le formule différemment de Kant. Pour Durkheim, l'activité morale est purement naturelle. Par conséquent,
elle peut être expliquée puisqu'elle est naturellement déterminée. Cette position rend sa formulation du problème de l'autonomie plus exigeante que la formulation kantienne. Durkheim doit prouver qu'une véritable autonomie de la morale est possible, même si le contenu empirique et les caractéristiques fondamentales de cette morale dépendent en grande partie des évolutions de la société, et que les individus, à travers des processus de socialisation formels et informels, sont à leur tour tout marqués et dans une certaine mesure déterminés par les évolutions de la société. Tenir cette position relève de l'exploit, et Durkheim s'y attelle dans l'éducation morale, en procédant par analogie avec les sciences naturelles. Nous ne pouvons pas changer les lois édictées par la nature elle-même, nous dit-il, puisque ces lois nous sont imposées de l'extérieur. En revanche, la science nous permet de comprendre ces lois, et nous pouvons ainsi, d'une part, nous adapter librement aux aspects de la nature que nous ne pouvons pas changer, et d'autre part, agir sur la nature pour la modifier dans les limites du possible. Par analogie, donc, les lois morales sont également imposées aux individus par des forces extérieures, par la société. En étudiant et en comprenant la raison d'être de ces règles, les individus peuvent parvenir à y consentir librement. Selon Durkheim, ce consentement est un processus rendu possible par le cheminement suivi par chaque individu au cours de sa vie. Mais la croyance de Durkheim en la possibilité d'un tel consentement libre est également liée à sa foi dans la science sociologique. Selon lui, à travers l'investigation empirique, nous pouvons nous servir de la sociologie afin de trouver le véritable fondement de l'ordre moral qui régit la société. Au bout du compte, cependant, le raisonnement causal auquel il a recours contraint Durkheim à admettre que consentement libre d'un côté et commandement moral impérieux de l'autre ne sont pas des concepts mutuellement exclusifs. Donc il dit: quand nous exécutons aveuglément une consigne dont nous ignorons le sens et le portée, mais en sachant pourquoi, nous devons nous prêter à ce rôle d'instrument aveugle. Nous sommes aussi libres que quand nous avons seuls toute l'initiative de notre acte. Il est frappant de constater à quel point, dans sa logique formelle, cet argument est kantien. Et ceci malgré un contenu différent et des conséquences plus réjouissantes. Cet argument rappelle la façon dont Kant justifie le postulat de la liberté en s'appuyant sur un raisonnement comme si. Comme le dirait Kant, nous ne pouvons pas savoir avec certitude que nous sommes libres, mais nous pouvons le penser, et la pulsion qui pousse la raison à chercher à être complète nous fait nous comporter comme si nous savions que nous étions libres. De la même façon, chez Durkheim, la science nous permet de connaître les ressorts par lesquels nous sommes moralement déterminés. Puisque nous comprenons ces ressorts, nous pouvons les désirer comme si ils relevaient de nos propres décisions. Formellement, l'argument de Durkheim est donc exactement le même que celui de Kant, à la différence notable que le premier se place purement dans le domaine de l'empirie. Les positions défendues par Durkheim dans ses premiers ouvrages furent mises à rude épreuve par l'affaire Dreyfus. Jusqu'alors, Durkheim avait présupposé que la morale pouvait être mesurée à un instant T, que l'on pouvait mettre au jour ce qui fait consensus d'un point de vue moral en organisant un sondage ou un plébiscite. Mais dans le cas de l'affaire Dreyfus, la position personnelle de Durkheim se trouva clairement minoritaire. Comment celle-ci pouvait-elle alors être morale au sens empirique du terme? Sans hésiter, Durkheim défendit alors l'idée que les anti-Dreyfusards, majoritaires dans les premiers moments de l'affaire, avaient été dupés et que seuls les sociologues étaient alors en mesure de saisir la véritable conscience collective de la France, à savoir son soutien pour les droits des individus pris de manière abstraite.
Dans la mesure où Dreyfus, en tant qu'individu, s'était vu privé d'une partie de ses droits, ceux qui, parmi les Français, avaient échappé à cette duperie ne pouvaient, selon Durkheim, qu'être Dreyfusards. Ici, Durkheim sacrifie clairement la cohérence théorique et méthodologique de son raisonnement pour défendre une position politique brûlante. À nouveau, Durkheim sous-entend que la conscience collective, pourtant censée être empirique, possède en réalité une dimension transcendante et que celle-ci n'est pas mesurable par sondage, mais accessible à l'intuition sociologique. Cette conscience collective n'est donc pas empirique, mais idéale. Il est clair ici que Durkheim pense que le dreyfusisme provient a priori d'idéaux transcendants et ne procède pas d'un jugement collectif évident par sondage d'une majorité de Français. Certes, ici comme ailleurs, Durkheim postule qu'à la diversité des nations répond la diversité du contenu de la conscience collective. Il est néanmoins frappant que la France soit le seul pays réellement décrit à cet égard. Pour Durkheim, la conscience collective française repose sur une vocation particulière pour les droits universels de l'individu. Mais ces droits universels ne diffèrent que peu de l'impératif catégorique kantien, qui lui aussi considère l'action morale à travers un prisme universalisant. Il est difficile de ne pas voir dans la prise de position de Durkheim sur l'affaire Dreyfus une attitude tout ce qu'il y a de plus kantienne, mais qui se fait passer pour empiriste. Dans le suicide, Durkheim nous délivre son analyse la plus complète de la morale en action. L'enjeu est à nouveau celui de la liberté, dans ce cas, celle pour un individu de choisir de se suicider. L'ouvrage vise à illustrer et défendre la thèse récurrente chez Durkheim, selon laquelle un individu est à la fois libre et déterminé, ici par la société, sans qu'il n'y ait de contradiction dans les termes. Comme dans la division du travail social, Durkheim commence par proposer une définition de la morale. Celle-ci ne s'appuie pas sur l'intention de l'auteur d'un acte, mais sur le comportement qu'il adopte. Par exemple, se suicider, c'est agir en sachant que l'on se donne ainsi la mort. Ensuite, Durkheim constate que le taux de suicide, bien que parfois très différent d'une nation à l'autre, est pour un pays donné relativement constant dans le temps. Après avoir rejeté majoritairement à l'aide de contre-exemples les arguments avancés par d'autres penseurs pour expliquer ces taux de suicide, Durkheim suppose que cette régularité provient nécessairement de courants suicidogènes agissant à l'échelle de la société. À partir de diverses corrélations entre taux de suicide et caractéristiques de la société en question, ils ont déduit que ces courants suicidogènes sont le produit de variations de deux forces sociales, qu'il appelle intégration sociale, c'est-à-dire le niveau d'attachement des individus à la société à laquelle ils appartiennent, et régulation sociale, c'est-à-dire le degré de clarté avec lequel la société définit ce à quoi un individu doit aspirer. En réalité, Durkheim ne fait que donner des noms abstraits à des entités hypothétiques qui sont ensuite transformées en hypothèses visant à expliquer les régularités sociales qu'il observe. Quant aux individus, Durkheim soutient que leur liberté d'agir est restreinte. Celle-ci n'est que variation autour d'une probabilité moyenne pour un individu de se suicider, probabilité qui est fonction des courants suicidogènes dans la société. Donc, même ces comportements individuels sont, au bout du compte, réduits à des mécanismes sociaux spécifiques. En ce qui concerne la question des faits et des valeurs, l'argumentaire de Durkheim est intéressant à trois titres. Premièrement, l'analyse produite par Durkheim sur cette question est entièrement empiriste. Il se contente d'examiner des corrélations entre des comportements et postule alors que quelque chose de social doit pouvoir les expliquer. Et pourtant, il emploie le terme kantien de transcendance pour décrire ce quelque chose. Voilà, c'est dans notre action. Et tout comme Kant, il emploie des adverbes tels que « au-dessus » pour désigner le social et « en deçà » pour parler de ce qui est individuel. D'un point de vue logique, le social chez Durkheim correspond parfaitement en réalité à ce qui, chez Kant, relève de la dimension transcendante,
de la raison pure. En ce sens, Durkheim n'a fait que substituer un nom par un autre et a réifié de manière empirique ce que Kant démontrait par la logique. On voit bien le parallèle avec sa prise de position en apparence purement kantienne sur l'affaire Dreyfus. Et Durkheim prolonge ici son entreprise de réplication empirique des arguments de Kant, que nous avons mis en évidence dans l'éducation morale. En second lieu, Durkheim se saisit de la question de la causalité et la reformule en termes de probabilité, ce qui simplifie grandement les difficultés qu'il rencontre dans son approche du problème d'effet et des valeurs. En faisant sien le vocabulaire de prédisposition sociale, Durkheim s'en remet aux moyennes statistiques et aux variations des comportements individuels autour de ces moyennes. Il postule que toute détermination causale découle non de l'interaction des divers mécanismes, mais des effets propres à chaque mécanisme pris indépendamment. Par là, il fait entrer clandestinement des entités qui relèvent de la métaphysique dans un univers pourtant composé d'éléments objectifs. Par exemple, la religion en tant que variable catégorielle devient facteur causal. En considérant la causalité comme un mécanisme parmi d'autres et comme relevant de dynamiques multiples, Durkheim évite de se confronter à la question de la liberté de façon aussi rigoureuse que ne le fit Kant dans la première critique. Dans un système probabiliste, il y a toujours de bruit, mais Durkheim ne nous dit pas clairement si, comme l'argument qu'il avance semble le sous-entendre, la morale individuelle n'est au bout du compte rien d'autre que du bruit. En troisième lieu, alors même que la réponse de Durkheim à Kant revêt être stimulée par son exposition à l'approche historiciste et que De la division du travail social est un ouvrage structuré par une vision progressiste de l'histoire, l'histoire, en revanche, ne joue presque aucun rôle dans l'argumentaire de suicide. Les causes de suicide agissent toutes dans le présent et sur le présent. Certes, les crises qui constituent les guerres ou les périodes de dépression économique viennent perturber soudainement et de l'extérieur le fonctionnement de la société, mais leurs effets sont de courte durée. Ce qui est plus important encore, c'est que pour Durkheim, ce n'est pas la loi morale elle-même, mais désormais les forces transcendantes qui sont l'intégration et la régulation sociale, qui, dans la société, jouent le rôle des mécanismes nécessaires, intemporels et immuables. Là encore, on ne déroge pas avec l'analyse crypto-kantienne que Durkheim fait du problème des faits et des valeurs, et dont nous avons déjà dessiné les contours. Certes, Durkheim aborde plus précisément la question du changement social. Quand, à la fin du suicide, il traite du déclin des mécanismes traditionnels d'intégration et de régulation sociale et de la nécessité de les remplacer. C'est bien connu, Durkheim propose de remplacer ces mécanismes par la solidarité professionnelle, de la même façon qu'il avait exhorté dans les cours qu'il a donnés sur l'éducation morale, à renouveler la façon dont les valeurs étaient inculquées dans les écoles françaises. Quoi qu'il en soit, le futur voulu par Durkheim n'est cependant pas synonyme de changement dans la fonction remplie par l'intégration. La fonction reste. Durkheim croise le chemin du problème des faits et des valeurs une dernière fois après son déménagement à Paris en 1902. À cette époque, Durkheim a deux grands projets. Le premier est l'étude des religions primitives, au cours de laquelle il développe l'argument qu'il va avancer dans le suicide à propos de la religion. Celle-ci ne serait rien de plus qu'une façon dont la société se pense, société dont les dieux ne furent que la forme hypostasiée. Les formes élémentaires de la vie religieuse constituent ainsi un nouvel épisode de la polémique dans laquelle Durkheim s'était engagé de longue date et qui porte sur le degré de réalité de la société et des forces qui la traversent. De manière plus secondaire, l'ouvrage s'évertue à démontrer que les catégories de la raison pure chez Kant sont également le produit des mécanismes sociaux.
cet argument secondaire tombe dans le piège que Kant avait si habilement évité. Dans sa critique méthodique, ce dernier s'était en effet cantonné à l'énumération des qualités qui sont nécessairement et logiquement possédées par toute chose qui pourrait prétendre au statut de connaissance objective. Durkheim tombe dans ces pièges lorsque, cherchant à expliquer l'existence de la connaissance objective, il s'y emploie en appliquant la démarche de la connaissance objective aux activités religieuses australiennes. Ainsi, Durkheim postule ce qu'il cherche à prouver. Ce faisant, l'ouvrage de Durkheim réplique cependant peu ou prou l'analyse kantienne des catégories de la connaissance objective. Les représentations collectives jouent le rôle des domaines supersensibles et transcendants chez Kant. La société joue celui de la raison pure kantienne. Et enfin, le social est identifié à l'universel. Ici encore, Durkheim déguise son cryptokantisme en empirisme. Cependant, c'est surtout la cognition qui est concernée et la morale en est étrangement absente. L'autre grand projet de Durkheim durant ses années à Paris, c'est le traité sur la morale qu'il prévoit d'écrire et auquel il fait fréquemment allusion à partir de 1908. S'il rédige bien un début de préface et quelques passages d'importance mineure, le livre reste largement inachevé au moment de la mort de Durkheim. Celui-ci était occupé par l'écriture des formes élémentaires de la vie religieuse avant que la guerre et ses conséquences tragiques ne l'accaparent à leur tour. Cependant, ni les formes élémentaires de la vie religieuse, ni le projet avorté de traité sur la morale ne comprennent de véritables réponses aux problèmes des faits et des valeurs. Et Durkheim ne pose rien qui aille sur cette question plus loin que ses travaux précédents. Au bout du compte, voici comment on peut résumer l'intégralité du travail de Durkheim sur cette question. Suggérer, mais sans le prouver, qu'il ne devrait y avoir aucune contradiction entre faits et valeurs, puisque le même fait empirique sous-jacent les engendre, à savoir la cohésion de la société. Dans le même temps, Durkheim a réduit le déterminisme à une simple question de probabilité et, au fond, a relégué la liberté dans une niche, à savoir la marge de manœuvre contre les individus vis-à-vis de ceux qui constituent les comportements moyens tels que socialement déterminés. Ce faisant, Durkheim a rendu beaucoup moins tranchante l'antinomie de Kant portant sur la détermination et la liberté. De fait, Durkheim raisonne de manière étroitement analogue à Kant. C'est particulièrement manifeste pendant l'affaire Dreyfus, Durkheim n'hésitant pas à cette occasion à se placer dans le domaine de la raison pratique pure. En résumé, Durkheim n'échappe pas à la problématisation kantienne du problème des faits et des valeurs. Il se contente de la reproduire dans un cadre nouveau qui, en réalité, ne diffère que peu du cadrage kantien du départ. Durkheim est bien sûr un éminent sociologue et son œuvre, si on ignore son penchant polémique, constitue un argument extrêmement puissant en faveur d'une approche consistant à interpréter le monde en faisant comme si les forces sociales agissaient d'une manière ou d'une autre. Les études empiriques qui, depuis un siècle, prennent pour objet les inégalités et les politiques sociales attestent de l'utilité pratique de la proposition de Durkheim. Mais cette approche ne permet en rien de résoudre le problème des faits et des valeurs. Comment l'expliquer, étant donné que Durkheim avait de longue date proclamé son intention de s'attaquer à ce problème? Là où le bas blesse, c'est que Durkheim n'a pas creusé assez profondément dans les racines de l'historicisme. Il savait bien, et il y avait raison, que quelque chose ne tournait pas tout à fait rond dans la réponse apportée par Kant au problème des faits et des valeurs. Faire dépendre l'éthique d'un critère purement formel d'universalité permet en effet d'éviter de prendre en compte les preuves apportées par les historicistes que les valeurs morales d'une société changent au cours du temps. Mais Durkheim a été aveugle aux immenses dangers soulevés par les postulats progressistes de sa théorie propre.
Ces postulats aux conséquences potentiellement dangereuses, Kant les partageait d'ailleurs également dans ses propres écrits sur l'histoire et sur le progrès social. Une autre contradiction a également échappé à Durkheim, celle qui existe entre, d'une part, les passages de suicide qui reposent sur une approche causale ancrée dans le présent, en réalité presque l'intégralité de l'ouvrage, et d'autre part, les conseils pratiques qu'il prodigue à la fin de l'ouvrage, conseils qui reposent sur une approche historiciste, dans ce cas, moins un récit de progrès qu'un récit de déclin. Comme vous l'avez peut-être deviné en m'écoutant, j'ai mes propres motifs de désaccord avec Kant. Son argumentaire présente en effet un nombre de difficultés. En particulier, Kant, le philosophe critique, qui n'a presque rien écrit sur l'histoire, diffère sensiblement de Kant, l'essayiste, qui, lui, s'est exprimé à de nombreuses reprises et de façon subtile sur l'histoire de son temps et sur l'histoire en général. Tout comme Durkheim, cependant, il n'a peut-être pas creusé assez profondément l'approche historiciste. C'est de cette question, donc, que ma prochaine conférence traitera. Merci.